Elle était mes yeux, ma façon de voir. Ils m'ont brûlé. Voilà, ce sont les mots de la mère de Kenza. Des mots absolument déchirants, qui nous plongent direct au cœur de la tragédie. Une des affaires les plus choquantes et les plus déroutantes de l'histoire récente de l'Algérie. Cette affaire, elle a véritablement laissé toute une nation sous le choc. Et pas seulement à cause de sa brutalité, non. Ce qui est le plus troublant, c'est ce mystère qui plane encore aujourd'hui. Ce pourquoi qui reste au centre de tout. Le mobile. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, de comprendre ce qui semble incompréhensible, on va reprendre les choses dans l'ordre. On va commencer avec la disparition de Kenza, puis la terrible découverte. Ensuite, on suivra l'enquête qui se resserre jusqu'aux aveux, pour finir sur cette question, cette fameuse question qui hante encore tout le monde. On y va. Tout a commencé, comme souvent dans ces histoires, par l'inquiétude d'une mère. Un simple sentiment au début, mais qui va très vite, beaucoup trop vite, se transformer en une angoisse insoutenable. On est début 2021. Kenza, elle a 17 ans et elle va vivre chez son père après le divorce de ses parents. Sa mère est d'accord, mais elle pose une condition, une seule, qu'elle s'appelle tous les jours. C'est leur rituel. Mais début février, plus rien. Silence radio. Le téléphone de Kenza est éteint. Sa mère essaye, encore et encore. Finalement, le 7 février, complètement paniquée, elle va voir la police. Ça fait une semaine entière qu'elle n'a plus de nouvelles. Une semaine, c'est une éternité dans ces cas-là. Et c'est là qu'on a le premier gros signal d'alarme. Le père, lui, n'a rien signalé du tout. Rien. Il faut que la police l'appelle suite à la plainte de la mère pour qu'il réagisse enfin. Son explication, elle est toute simple en apparence. Ah, mais elle est partie chez sa grand-mère le 1er février. Sauf que cette histoire, on va vite le voir, elle ne tient pas la route une seule seconde. À ce stade, on espère encore. On se dit qu'elle a fugué, qu'elle va revenir. Mais cet espoir, il va être pulvérisé. De la façon la plus terrible qu'on puisse imaginer. L'enquête, qui était une enquête pour disparition, bascule dans l'horreur la plus totale. On est le 15 février. Un berger, dans la forêt d'Aïkaren, tombe sur quelque chose d'absolument macabre. Des restes humains brûlés. Une tête et une main. Complètement calcinées. La scène est effroyable. Pour les enquêteurs qui arrivent, l'identification semble presque impossible. Les flammes ont fait leur œuvre, ont tout déformé. Malgré tout, la police convoque la mère. C'est le moment redouté. Le moment qu'aucun parent ne devrait jamais vivre. Et pourtant, grâce à une petite marque distinctive qu'elle seule pouvait reconnaître, elle arrive à identifier sa fille. Ces mots sont simples, mais ils sont d'une puissance dévastatrice. Oui, c'est Kenza. À cet instant précis, l'affaire change de nature. Ce n'est plus une disparition, c'est un meurtre. Bon, maintenant, on a un homicide, c'est une certitude. Alors l'enquête se resserre sur l'entourage proche. Et très vite, tous les regards se tournent vers une seule personne, le père. Pourquoi ? Parce que son histoire est pleine de contradictions. Ça ne colle pas. On va regarder ça de plus près. D'un côté, on a la version du père. De l'autre, les faits, les preuves. Il dit qu'elle est partie chez sa grand-mère. La grand-mère, elle, est catégorique. Non, elle n'est jamais arrivée. Il dit qu'elle est sortie de la maison à pied. Problème, aucune caméra du quartier ne l'a filmée, aucun voisin ne l'a vue. Bref, son histoire, elle s'effondre comme un château de cartes. Du coup, les enquêteurs se posent une question. Une question logique, mais glaçante. Si personne ne l'a vu sortir, si aucune image ne le prouve, et si Kenza n'avait en fait jamais quitté la maison. Cette hypothèse, elle change tout, et elle mène les enquêteurs à une seule conclusion. Il faut perquisitionner le domicile du père. Et là, sur place, c'est une avalanche de preuves. D'abord, le comportement du père. Il n'a pas l'air d'un père en deuil. Pas du tout. Il est agité, nerveux. Ensuite, les preuves matérielles. Des traces de sang sont retrouvées dans la chambre de Kenza, et aussi près de la salle de bain. Et puis il y a cette odeur, une odeur très forte de produits nettoyants, de javel partout dans la maison, comme si on avait essayé d'effacer quelque chose. L'analyse ADN tombe et c'est le coup de grâce. Le sang, c'est bien celui de Kenza. Face à tout ça, les preuves sont accablantes. Le père est placé en garde à vue. L'étau se resserre complètement. Il ne peut plus nier. Et la vérité qui va sortir de sa bouche est encore plus monstrueuse que tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Confronté aux analyses ADN, le père craque. Il avoue tout. Et son récit est d'une froideur chirurgicale. Il raconte comment il l'a poignardé dans sa chambre, plusieurs fois, jusqu'à la mort. Comment il a traîné le corps jusqu'à la salle de bain. Comment il l'a démembré, méthodiquement.
Il a ensuite mis les restes dans un sac, a pris sa voiture, a conduit jusqu'à la forêt et a mis le feu à la tête et à la main. Le tout pour effacer les preuves, pour empêcher l'identification. C'est une barbarie planifiée. Mais le pire, le plus glaçant, ce n'est même pas la description des faits. C'est son attitude pendant qu'il raconte. Les enquêteurs sont formels. Il est resté calme, détaché. Il a même eu un sourire. Pas un gramme de remords, pas une once de tristesse, rien. Comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Comment c'est possible? Ce comportement a laissé tout le monde sans voix. Ok, à ce point, on sait le comment, on sait le qui. Mais il manque la pièce maîtresse du puzzle, le pourquoi. Pourquoi a-t-il fait ça? Et en fouillant dans le passé de cet homme, le mystère, au lieu de s'éclaircir, devient encore plus sombre, encore plus épais. 24. Juste ce chiffre, 24. Ça ne dit peut-être rien comme ça, mais derrière ce nombre se cache un passé tellement lourd, tellement choquant, qu'il aurait dû être un avertissement pour tout le monde. 24 ans. Avant de tuer sa fille Kenza, cet homme avait déjà tué. Il avait tué son propre fils. Il a été condamné, oui, mais il n'a fait qu'1 an de prison. 1 an. Et là, une question vertigineuse se pose. Comment? Comment est-ce possible qu'un homme avec un tel passé ait pu obtenir la garde de sa fille? C'est une faille dans le système qui fait froid dans le dos. L'autopsie va confirmer ce que les aveux décrivaient, et même pire. Les détails sont terribles. De multiples coups de couteau, des traces de strangulation, des preuves que son corps a été traîné, et bien sûr, le démembrement, la décapitation, les brûlures. Une violence absolument inouïe. Le rapport ajoute une dernière zone d'ombre. Impossible de dire s'il y a eu agression sexuelle à cause de l'état du corps, ce qui laisse planer une hypothèse de plus sur le mobile. Et on en revient toujours au même point. C'est vraiment le cœur de cette affaire. Le père a tout décrit, le comment, le où, le quand. Il a livré un récit clinique de son crime. Mais à chaque fois que la question du pourquoi a été posée, il s'est muré dans le silence. Un silence total. Encore aujourd'hui, il n'a jamais expliqué son geste. Alors voilà, l'enquête est terminée. Le coupable est en prison. Mais la question essentielle, elle, reste en suspens. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Une simple dispute qui a dégénéré à ce point? Est-ce que Kenza avait découvert un terrible secret? Ou bien le mobile était-il d'ordre sexuel? Toutes ces questions, elles restent sans réponse. Et elles continuent de hanter la mémoire de Kenza, laissant une cicatrice immense dans la société algérienne. Un rappel brutal que parfois la vérité la plus insupportable, c'est de ne jamais savoir.